Dionysos était une femme, vous écoutez un nouvel opus du premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, je vis dans cet univers depuis plus de 20 ans et je mets ma créativité féminine et relationnelle au service du vin. Mon plaisir, vous faire partager mes rencontres. Aujourd'hui, je me trouve au sud de la vallée du Rhône, entre Camargue et Cévennes, plus précisément dans l'appellation des Costières de Nîmes, au Château Beaubois. Je suis ravie d'avoir au micro de Si Dionysos était une femme, une vigneronne engagée, Fanny Boyer. Engagée car Fanny n'est pas simplement vigneronne, elle est aussi membre du conseil d'administration de Sud Vin Bio. C'est une association interprofessionnelle qui est née à l'initiative de vignerons pratiquant l'agriculture biologique afin de promouvoir collectivement leur vin. Fanny, merci de m'accueillir sur la propriété familiale qui est simplement splendide, une petite pépite du Sud que je recommande à nos auditeurs à venir découvrir. Fanny, je te laisse la parole pour d'abord nous présenter le Château Beaubois, son terroir, son vignoble et son histoire. Donc Beaubois finalement est rentré dans la famille au début des années 20. Notre arrière-grand-père et grand-mère, notre arrière-grand-père était médecin de campagne, donc médecin à cheval ou en calèche, au gré des saisons. Et il allait de village en village et de domaine en domaine, parce que finalement les domaines, il n'y avait pas la mécanisation et les tracteurs à l'époque, donc il y avait beaucoup de main-d'œuvre. Et donc les domaines, c'était un vrai petit village, donc voilà, il allait soigner tous les gens qui peuplaient cette campagne. Et donc du coup, c'était notre arrière-grand-mère qui tenait un peu les rênes du domaine, parce que son mari était quand même bien occupé. Et après la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père et ma grand-mère, donc Lucie et Pierre, ont repris le domaine. Et puis mes parents, au milieu des années 80, Jacqueline et Jean-Marc. Donc chaque génération a amené un peu sa pierre à l'édifice, et puis mon frère et moi depuis les années 2000. D'accord. Et donc, si je comprends bien, le château a plus de 100 ans. Oui, dans la famille, exactement. Dans la famille, on devait d'ailleurs fêter les 100 ans du domaine. Bon, ça a été une année Covid qui nous a un peu empêchés. Mais voilà, on refêtera pour une autre dizaine ou une autre... on verra. D'accord. La 101e année, donc aujourd'hui tu es donc associé à ton frère François. Et le Château Beaubois compte combien d'hectares ? Alors, aujourd'hui, c'est 70 hectares. Il faut dire que c'était à l'origine 2 domaines qui se touchaient, qui étaient voisins. Donc, un domaine qui appartenait à la famille de mon papa et le Château Beaubois qui appartenait à la famille de ma maman. Donc, ils étaient voisins, ils se sont mariés voisins. Avec des familles qui s'appréciaient pas forcément, comme souvent en agriculture, les voisins se regardent plus que ceux qui ne se parlent. Et voilà, un vrai mariage d'amour entre papa et maman. Et du coup, ils ont réunifié ces 2 domaines, qui du coup est devenu plus gros parce que voilà, il y avait 2 vignobles à l'origine. Donc le Château Beaubois, vous l'aurez compris, il y a plein de cuvées différentes. C'est une appellation qui demande à être découverte si vous ne la connaissez pas. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que donc tu es associé avec ton frère François. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre ton histoire à toi. Pourquoi justement tu as repris le flambeau du Château Beaubois, puisque moi j'ai pu lire dans Marie-Claire Magazine, parce que Château Beaubois est souvent dans les magazines, et oui, que pour une fille, devenir vigneron n'est pas toujours une évidence, et que tu te voyais plutôt professeur d'anglais, c'est ça? Et que ton père t'avait appris à déguster pour justement maîtriser la langue, le code du vin, et ta maman t'emmenait sur les salons. Oui. C'est ça? C'est ça, oui. C'est un parcours, c'est des débuts pas forcément axés sur l'agriculture ou le monde agricole, qui pour moi était un monde de travail, de labeur, d'efforts intenses, de moments de partage familiaux finalement très rares, mais ça c'est dû aussi à
à l'époque, quand mes parents ont commencé à travailler sur le domaine, ils sont arrivés, ils avaient 35-40 ans sur le domaine, donc mon frère et moi, on était fils et filles de ville. On vivait à Nîmes, on allait à l'école à Nîmes. Et du jour au lendemain, mon grand-père a dit à ma mère, bah, écoute, voilà, tu es la seule fille de la famille, j'en ai marre, je veux prendre ma retraite, donc voilà, j'aimerais bien que tu me dises si tu veux reprendre le domaine, sinon je vendrai, c'est pas très grave. Donc ça veut dire que tes parents avaient d'abord une vie d'employé, c'est ça? Une autre vie. Alors papa avait quelques vignes qu'il amenait en cave coopérative, donc il savait déjà ce qu'était la culture de la vigne. Mais maman n'était pas du tout de ce métier, elle travaillait dans une pharmacie, donc voilà, on était des vrais citadins. Même si on venait tous les week-ends au MAS, qui était pour nous notre parenthèse de la semaine, mais plus comme une résidence secondaire et comme une vie un peu un retour aux sources, que comme une activité agricole et un lieu de vie agricole, quoi. Donc ça veut dire que ta mère a dû se former? Oui, elle s'est formée au vin. Oui. Elle s'est formée au marketing, elle s'est formée à la compta, elle s'est formée à énormément de choses. Mais mon grand-père l'a un peu mis face à une vraie montagne. Il lui a donné une nuit pour réfléchir à ce changement de vie. C'est brutal. Voilà. C'était, papy avait beaucoup de caractère, et puis c'était une époque où les femmes reprenaient peu les domaines. Et il avait, en même temps, je pense qu'il n'avait pas envie de donner trop de pression à maman. Et en même temps, c'était aussi, c'était son caractère de lui dire, ben voilà, hein, tu prends ta décision, et puis ce sera une page nouvelle pour toi, mais voilà, il faudra qu'elle soit ferme, cette décision. Et encore fallait-il que ton père suive? Tout à fait, tout à fait. Bon, après, je pense que c'est aussi le projet d'un couple, hein. Oui. Au bout d'un moment, papa s'est de suite attelé à la tâche, même si c'était pas son vignoble, etc. Il a pris ce boulot à bras le corps, corps et âme, enfin, etc. Donc voilà, je les voyais beaucoup bosser, et du coup, ça m'attirait peu. François, au contraire, lui, ça l'a de suite, très jeune, il allait dans les vignes avec papa, avec mon grand-père. Enfin, il a toujours été un garçon ou un homme d'extérieur et de nature. Et voilà, lui, il savait très tôt qu'il travaillerait là-dedans. Donc moi, je voulais, oui, ou être prof d'anglais, ou tailler des pierres précieuses, rien à voir. Mais peut-être, finalement, pierres précieuses, toujours ce lien à la terre, finalement, qui est aux profondeurs, voilà, aux choses plus profondes. Ouais, pas seulement ce qui brille, mais c'était surtout d'aller rechercher l'origine. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc tu as mis en parenthèse ces projets-là que tu avais pour toi. Et qu'est-ce qui a déclenché cette arrivée au Château Beaubois? Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'abord effectivement mon papa qui m'a très vite donné le goût de la dégustation des vins. Il m'a toujours proposé de goûter des vins, et il y a toujours eu cette proposition sans être forcé. Donc j'ai mis quelques années à goûter mes premiers verres. Il m'a proposé très tôt, gamine, j'avais 8 ans, 9 ans, enfin voilà. Et puis je crois que c'est qu'à l'adolescence que j'ai vraiment mis vraiment mon nez et mon palais sur des verres. Et là j'ai découvert un univers sensoriel, où nos sens pouvaient laisser place à l'imagination, au partage, à pouvoir s'exprimer sur notre ressenti. Et ça, finalement, quand on est ado, ça ouvre pas mal de portes, et ça laisse de côté pas mal de problèmes d'adolescents. D'accord. Donc ça veut dire qu'adolescente, tu n'étais pas renfermée dans ta chambre, tu étais plutôt curieuse? Je l'ai été, mais ça faisait, cette part de dégustation faisait écho à ce que pouvait être mon avenir, finalement. C'est devenu assez vite concret. Et puis après, évidemment, maman m'a amenée sur les salons. Et là, toujours le partage, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. C'était les prémices, les années 80, c'était les prémices de l'export pour les vins du sud de la France.
et voilà, rencontrer des personnes, des Japonais, rencontrer des Canadiens, rencontrer voilà, toutes sortes de cultures et de gens passionnés par la même chose qui... Voilà, c'est un petit monde, le monde du vin. Oui, Tout le tout monde à se fait. connaît au fur et à mesure et on fait très vite des relations entre les uns et les autres. Et c'est en même temps toujours une surprise de savoir qu'un tel connaît un tel. Enfin, voilà. Et puis c'est très vite amical aussi, Oui, parce qu'on partage, tout je à fait. pense, le même sujet Oui, et tout on à fait. converge vers ça. Oui. C'est vrai. D'accord, donc voilà, tu es arrivé. Et du coup, avec ton frère, vous êtes arrivés quasi en même temps ou qui a commencé en fait? Alors, on a 4 ans, un peu plus de 4 ans d'écart. François a très vite commencé à travailler ici. Il était assez malheureux à l'école. Parce que toujours cette envie d'être dehors et de faire des choses avec ses mains. Bon, quand on le voit physiquement aussi, c'est un homme très imposant. Il est grand, assez costaud. Donc voilà, il a ce besoin physique De se de dépenser. se dépenser. Et moi, voilà, c'est venu petit à petit. Lui a commencé à travailler. Moi, j'ai fini mes études et donc je suis passée par un bac Vitiono, puis ensuite je suis allée à l'agro à Montpellier pour faire un commerce des vins, enfin un BTS commerce des vins, puis ensuite une école de commerce. Et je suis partie un petit peu à l'étranger, notamment Oui. en Afrique du Sud, pour j'avais besoin de partir du domaine pour me faire un peu par moi-même, travailler pour d'autres personnes, me challenger je savais qu'en revenant ici, voilà, ce serait définitif. Oui. Donc voilà, j'avais besoin de voir d'autres D'aller horizons. puiser ailleurs aussi, Oui, c'est intéressant oui, de voir comment les autres travaillent et oui, ramener après aussi du bon oui, de oui. ces expériences. Et se débrouiller par soi-même, c'est-à-dire se débrouiller en dehors de ce cadre familial qui finalement nous lie et qui est générationnel. Voilà, c'était une manière aussi pour moi de dire, bon voilà, j'existe par ma personne et il va falloir que je trouve qui je suis pour pouvoir trouver ma place après parmi vous et pour plusieurs années, quoi. Tout à fait. Et puis c'est vrai que donc, du coup, vous êtes quand même entrepreneur, Oui. ce qui veut dire voilà, responsabilité, engagement, Oui. Oui. savoir prendre les difficultés à bras le corps, les relever. Mm. D'accord, donc c'est bien, c'est une belle expérience. Mais c'est vrai que voilà, dans les autres podcasts également réalisés, à chacune des femmes, on sent qu'il y a eu ce besoin d'aller se former ou d'aller voir ailleurs, d'ouvrir son champ de curiosité pour amener tout le bénéfice après au sein des propriétés, c'est important. Alors maintenant, on va parler du vin et de toi, cet amour, donc on l'a compris, il est transmis, mais c'est un choix délibéré et assumé. Qu'est-ce qui te fascine dans le vin précisément? Fais-nous rêver un peu. Qu'est-ce qui me fascine dans le vin? Bon, on en a un petit peu parlé, c'est ce partage, bon, le verre c'est quand même la convivialité, je veux dire, c'est comme une assiette, c'est comme on est français, on est né là-dedans, on est bercé par nos repas de famille, enfin, quel que soit notre milieu social, notre région de naissance, enfin, etc. Il y a toujours l'assiette et le verre, c'est toujours un moment de partage. C'est cette fascination pour la multitude d'odeurs qui peut se révéler. Alors aussi bien au nez qu'en bouche. C'est se dire, je peux boire un vin dans un moment de détente et pas trop y réfléchir, même s'il y a toujours quand même le cerveau et le travail qui est un peu formaté. Voilà, qui revient dans le verre finalement. C'est ces questions, tiens, avec quoi associer ce vin? Quand est-ce que ce vin sera à son optimum? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Est-ce que je pourrais faire ça chez moi? Est-ce que j'ai envie de rencontrer ce vigneron, discuter avec lui? Voilà, il y a il y a tout un univers, donc il y a un univers culturel qui, voilà, qui n'a pas de limite. Il y a un univers historique qui n'a pas de limite aussi. On fait du vin depuis des siècles et des siècles. J'espère qu'on en fera encore pour des siècles et des siècles. On en a fait dans toutes les cultures, dans toutes les religions, on parle du vin. Et voilà, c'est ce côté universel du vin qui est fascinant. Et à l'infini finalement, Oui. c'est le champ des possibles. Oui, oui, tout à fait.
Fanny, tu es sur tous les fronts. Bon, tu es une mère, hein, mère de 2 enfants, Oui, adolescents et jeunes adultes, oui, c'est ça? oui. Margot a bientôt 18 ans et Victor, ado, 12 ans. Mhm. Donc, on est en plein dedans. Oui, Une belle adolescence. Tu es vinificatrice commerciale, co-administratif. Mm. Bon, c'est un choix volontaire ou est-ce que c'est un choix de pouvoir tout maîtriser sur le domaine? Comment tu analyses ces fonctions-là aussi larges? Alors, c'est lié à mon parcours, hein, cet amour de la dégustation. Je ne me voyais pas être purement commerciale et ne pas mettre mes vins dans le vin. Mhm. À partir du moment où on aime déguster, on a envie de savoir le comment du pourquoi. Et puis très vite, en cave, avec voilà, enfin, les vendanges, c'est un ravissement. On languit de commencer, on languit aussi de finir, comme chaque millésime. Mais voilà, c'est comme ça que j'imaginais mon métier, c'est-à-dire faire le vin. Le vendre, c'est encore un autre aspect. Le vendre, c'est la partie de communication, c'est la partie d'échange, enfin, de rencontres, etc. Donc oui, beaucoup de francs, mais ça fait partie de notre métier. Nous, on a la chance d'être un duo avec mon frère. C'est pour ça aussi qu'on s'est développé ces dernières années, parce que il a sa partie vignoble, il est très bon sur le vignoble. J'ai ma partie vinification, commercialisation. On travaille et on se fait 1000% confiance, et c'est comme ça que ça marche. Bon, on s'épargne pas beaucoup aussi, hein, mais voilà, ça fait partie de cette part de réussite qu'on peut avoir maintenant. Mais je voyais pas mon métier autrement qu'en m'investissant de multiples manières. Et de toute façon, le métier de vigneron, il faut être multiple. La production, la transformation, la commercialisation, l'aspect économique, donc la comptabilité, les investissements, etc. Le marketing, les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Enfin, on est obligé d'être Ultra polyvalent. voilà. Donc Et voilà, performant en tous les niveaux. j'ai pas l'impression d'être une extraterrestre dans le monde du vin. Mais quand même, j'en reviens à ma première phrase où tu es mère de famille, hein, Oui. tu as tes enfants, et comme tu es vinificatrice, ça veut dire que tu passes ton temps en cave au moment de la rentrée scolaire. Comment dans l'éducation ça s'est passé pour tes enfants? Parce qu'à un moment donné, j'entends beaucoup de femmes vigneronnes qui disent, bon, il y a une part de culpabilité de ne pas être là. Cette culpabilité, on l'a toute en tant que femme, quel que soit le métier. Et c'est vrai que quand on est à la cave, c'est une période dure, la rentrée. Alors c'est dur pour nous, c'est dur pour les enfants. Eux, ils ont besoin de notre attention, parce que c'est un moment clé de leur période scolaire. Et puis il faut tout, quoi. Il faut s'habiller, il faut le cartable, il faut les cahiers, il faut les fournitures, remplir les dossiers, enfin, etc. Et puis être attentif à ce que les premiers temps de leur année scolaire partent sur de bonnes bases. Et en même temps, mes cuves ont besoin de la même attention. Donc c'est vrai que c'est très intense. Mais finalement, les enfants, je pense qu'ils nous voient travailler, ils nous voient nous investir, et quand ils voient qu'on est heureux dans ce qu'on fait, ils nous laissent prendre une part de leur temps sur notre travail, et puis bon, à charge à nous de leur rendre leur temps à eux, quoi, en d'autres moments. Donc effectivement, septembre, c'est horrible. Alors voilà, c'est horrible, et on va arriver à la partie énergie et rituel, parce qu'il en faut de l'énergie, hein, il en faut de l'énergie entre cette partie-là de vinification qui prend 1 mois, 1 mois et demi, voire 2 mois, et puis après, tu es aussi commercial, donc tu es sur les salons, les week-ends, les soirées, les dîners, etc. Comment fais-tu, toi, pour conserver cette énergie? Comment te ressources-tu? Alors, on a des périodes qui sont bercées par la saisonnalité, donc ces vendanges, puis ces salons, et puis les tournées commerciales, enfin, etc. Donc, on a aussi été élevé avec 3 dominantes, la famille, le travail, les amis. Donc voilà, il y a aussi il y a cet amour du travail qu'on fait.
ce vers quoi ça nous mène, et en même temps tout notre entourage qui est autour de nous et qui nous porte un peu, parce que on se ressource avec les amis, on se ressource avec la famille, on se ressource par d'autres activités, même si on n'a pas trop le temps. Voilà, les plannings sont chargés. Il y a certains compromis à avoir entre les moments pour la famille, les moments pour le travail, les moments pour les amis. Donc voilà, c'est une vie intense, mais voilà. Et tu t'octroies une petite passion? J'ai pas mal de passions. Alors d'abord, je pense que voilà, il faut physiquement tenir le coup. Oui, donc un peu de sport? Ou un peu de sport, un peu de natation, même dès que je peux. Ça me permet déjà physiquement pour le corps, voilà, ça entretient, et puis pour la tête aussi. Dans l'eau, mon esprit se vide. Un peu de golf aussi, parce qu'être dans la nature, ça fait du bien. Moi, j'ai la partie finalement qui est le moins ouvert sur la nature. Le bureau, les salons, la cave, tout ça, c'est dedans. Donc voilà, le golf me permet aussi d'être un peu dans la verdure. Puis ça permet de se recentrer aussi. Oui. C'est un moment de grande concentration. De concentration, d'oubli de ses problèmes, parce que sinon d'être focus sur la balle. C'est ça, c'est ça. Donc oui, il faut avoir une vie pour soi, une vie pour la famille, une vie pour les amis, et il faut arriver à maîtriser tout ça et à le caser dans le planning. Tout combiné. J'aime à dire que les vins de femmes, ou les femmes travaillant au plus proche du vin, marquent notre époque. Avec ton expérience, qu'ont-elles apporté à ce bel univers? Je pense que c'était d'abord une nécessité que les femmes pénètrent ce métier, parce qu'il y avait un besoin de... D'abord, chaque génération amène quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, mais voilà, je pense qu'il y avait un besoin d'un peu plus d'ouverture, peut-être. Je sais pas, il y a 30 ou 40 ans, les gens parlaient peu entre eux. Au niveau du boulot, je parlais. Oui. Il y avait peu d'échanges de tiens, toi, tu fais comment sur cette parcelle On n'était pas trop dans la confidence. Chacun gardait un petit peu ça. C'est ça. Alors voilà, je pense que peut-être les femmes ont amené ça, et c'est ce que je trouve beaucoup, c'est ce qui me ravit au sein de l'association des Vinifis, c'est cet échange, sans pudeur, sans secret, même si chacun on a nos pratiques. Mais voilà, l'échange fait partie de notre métier. Je pense que les femmes ont amené ça. La recherche de finesse, ça les femmes l'ont, je pense. Alors, vin de femme, vin d'homme, bon, la définition pour moi, elle n'a pas de... Voilà, je fais pas trop de différence. Je pense que un vigneron fait le vin qu'il aime et fait le vin aussi en fonction de caractère. Alors quand je dis un vigneron, c'est la généralité. Ça peut être aussi une vigneronne. C'est un peu comme l'humain, en fait. Voilà. Les femmes amènent, elles ont, voilà, on fait la cuisine, on se parfume, de temps en temps, on se pomponne, etc. Parce qu'on est des femmes, mais je pense que cette finesse, cette délicatesse, on a une facilité à la faire, à la transmettre et à le faire transpirer dans nos vins. Maintenant, au travers des dégustations que j'ai pu faire, voilà, il y a des vins très concentrés, très charpentés qui sont faits par des femmes. Il y a des hommes qui font des vins d'une délicatesse surprenante. Donc voilà, ce vin... C'est une alchimie, voilà. dépendante en fonction de la personnalité. Oui, mais effectivement, je pense qu'on a amené un peu d'ouverture, oui. D'accord. Alors, on va parler des réussites, de succès. Dans ce pôle-là, aujourd'hui, à mon sens, Fanny, tu es une personne qui apporte aussi de l'innovation au sein du Château Beaubois, puisque je pense par exemple au gin de Nîmes, on n'est pas loin de Nîmes, donc il y a le gin, et oui, le de Nîmes, on le connaît, l'origine vient de Nîmes, pour ceux qui ne le savent pas, oui, allez rechercher sur Internet. Et donc Fanny, tu as créé une cuvée il y a quelques années avec le gin, tu peux nous en parler? Oui, à la base, c'était
c'était une matière que je porte, que je portais, que je porte au quotidien. Alors aussi bien avec classe qu'en cave avec mes grosses chaussures et mes raccords et mes tuyaux et mes pompes. Donc voilà, c'est un vêtement qui nous colle à la peau, qui là aussi est intergénérationnel, qui est universel, enfin. Et donc c'est une matière qui m'a toujours attirée. Et puis voilà, par hasard, j'avais toujours l'ambition de faire une étiquette en jean, et par hasard j'ai lu un article sur un jeune Nîmois qui voulait retisser, relocaliser le tissage de la toile à Nîmes. Et on s'est plus ou moins associés, on a fait une cuvée ensemble qui s'appelait Ramenons le de Nîmes à la maison. Donc qui a donné lieu à d'autres cuvées par la suite, notamment de Nîmes by Beaubois. Mais effectivement, et là aussi c'est tout le bonheur de notre métier, c'est un jour avoir une idée, et puis par hasard une rencontre, et puis le fait de cette ouverture d'esprit, aller vers les autres, s'intéresser à leur métier, et finalement on arrive à faire des connexions, et puis l'histoire est belle, quoi. Voilà, c'est un joli cross-branding, on va dire. C'est vrai. Et après, donc, pendant ce confinement également, tu as lancé les masques en jean, hein, Oui. avec Oui, on a fait des masques. Alors ça, c'est venu de maman. Il n'y avait pas de masque, et puis comme moi je partais plus, j'avais plus ma valise à la main, Covid aidant. Du coup, maman était plus, on était un peu centré sur notre domaine. Enfin, il nous manquait quelque chose tourné vers l'extérieur. Et puis c'était les premiers mois, personne n'avait de masque, on ne trouvait rien, enfin, etc. Et maman s'est mis on avait donc notre expérience avec les ateliers de Nîmes, donc au travers de cette cuvée en toile, il nous restait un rouleau de toile de Nîmes, et maman a taillé un carré là, et elle s'est mise sur sa machine à coudre, et a commencé à faire des masques pour nous. Et j'ai fait un post par hasard comme ça pour le fun. Et ça a fait le buzz, et nos clients nous ont tous demandé des masques, et voilà. Et maman a passé 3 mois sur sa machine à coudre. Excellent. Et puis finalement, Guillaume des ateliers de Nîmes nous a aidés aussi à en faire. Enfin voilà. Mais à l'origine, c'est maman qui avait lancé le truc. C'est la magie aussi des réseaux sociaux qui a fait que voilà. Ça a bien pris, la mayonnaise a pris. Ouais. Alors en plus de ça, du coup, j'aimerais bien avoir ta définition à toi de réussite et de succès. C'est quoi pour Fanny Beaubois? Oh, pardon, c'est quoi pour Fanny Boyer du Château Beaubois. On m'appelle souvent Fanny Beaubois, mais ça m'offusque pas. Réussite et succès. Alors réussite, la réussite, c'est marrant parce que je l'associe à la famille. Enfin, je pense qu'on réussit ensemble, voilà. C'est lié, c'est l'intime, la réussite. Est-ce qu'on pense qu'on a réussi? Est-ce qu'on a réussi notre parcours? Est-ce qu'on est allé au-delà de ce qu'on espérait? Enfin voilà, c'est ça la réussite finalement. Le succès, je le vois plus au travers de mes clients, au travers de des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, qui me disent oh, on entend souvent parler de vous, on vous suit, voilà. C'est plus au travers des autres, je crois. Mais les deux font plaisir, mais bon, voilà, c'est pas. Très bien. Alors, autre partie, à l'inverse des réussites et des succès, c'est les doutes et les obstacles. En tant que femme, que mère, aujourd'hui, est-ce que tu as, toi, des expériences à nous partager? Alors, les obstacles, oui, je pense que qu'il y a toujours des moments en tant que femme dans ce métier qui sont un peu durs. Mais c'est pas vis-à-vis des hommes, je pense que c'est des propres challenges qu'on se met, ou des propres barrières qu'on peut se mettre nous. On l'a dit tout à l'heure, c'est des plannings qui sont dingues. Des doutes sur est-ce qu'on a fait le bon choix, mais je pense que tous les vignerons l'ont. C'est-à-dire, est-ce que cette vie de folie, de travail, de
déplacement, voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais ça, c'est quelques minutes, quelques heures de temps en temps. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut toujours se dire que on a tracé notre propre parcours, qu'on est maître de là où on veut aller. Même si, voilà, 4 générations, on en parle souvent avec les enfants ou avec les amis, notamment les amis qui sont vignerons, qui font ce métier depuis de génération en génération. On se dit, voilà, on a toujours un peu ce poids, mais il ne faut pas se donner l'obligation, parce que sinon, évidemment, on a encore plus de doutes, hein, et on se met une pression de dingue, quoi. Donc oui, le doute, je pense que le doute fait partie de la réussite, quoi. Je connais pas beaucoup de gens qui ont réussi dans quels que soient les domaines sans une grande part de doute. Enfin, la réflexion, ça fait partie de la réflexion. Très justement. Alors Fanny, tu es très engagée, hein, comme je le disais dans l'introduction, parce que tu donnes beaucoup de ton temps. Tu es bénévole, puisque tu es vice-présidente du syndicat de l'appellation costière de Nîmes, puis membre, on l'a dit, de cette association Sud Vin Bio, et puis donc aussi de l'association des viniphiles, dont je suis super fan d'ailleurs, à chaque fois que je le dis, j'adore. Aujourd'hui, Fanny, de ton point de vue, est-on obligé de s'engager? Si on sort du contexte du vin, heureusement qu'il y a des bénévoles en France et ailleurs, parce que les associations tournent comme ça. Là, c'est un bénévolat qui est lié à mon métier, et alors là aussi, je pense que ça fait partie de mon caractère, c'est-à-dire que je ne conçois pas mon métier sans engagement. Donc, travailler au sein de l'appellation, c'est offrir du temps pour le collectif. Alors, le collectif, c'est à double tranchant, c'est en même temps donner une vision, et en même temps, ça plaît pas forcément à tout le monde, voilà, j'ai pas la science infuse, c'est pas forcément ma vision qui est la bonne pour toute une appellation. Donc voilà, il y a ce côté très prenant où on interagit sur des projets de l'appellation, sur des initiatives, sur de la communication, enfin ça aborde plein d'aspects. Et d'un autre côté, on est un peu aussi porte-parole des autres vignerons, donc voilà, il y a un aspect politique qui me dérange beaucoup, par contre, parce que ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais l'engagement par la décision et par l'action, ça c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que, voilà, pour moi, en plus des cotisations qu'ont les ODG auprès de leurs adhérents, il devrait y avoir un minimum syndical, hein, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, on n'est pas obligé, mais je pense que ce serait bien que tout le monde donne un peu de temps, même si c'est fait par d'autres. Enfin, un vigneron qui porte son domaine, il porte aussi son appellation. Hein. Quelqu'un qui part dans le monde entier vendre ses vins, il porte aussi son appellation. Mais travailler, oui, pour le collectif devrait être un peu plus poussé, on va dire. C'est ce que disait Françoise Ollier du domaine Ollier Taillefer, c'est de motiver les jeunes, les jeunes vignerons. Est-ce que tu as la même chose ici dans les costières de Nîmes? C'est qu'il y a très peu de jeunes qui finalement intègrent le collectif? Alors, il y a finalement ma génération, il y a une génération, on va dire 35-45 ans, qui est assez nombreuse. Alors, aussi bien des domaines familiaux, hein, depuis plusieurs générations, que des néo-vignerons, ou que des vignerons issus de familles d'autres appellations. On est assez nombreux. Donc il y a un certain collectif, là, il y a une certaine dynamisation ou redynamisation de l'appellation, et on le sent au travers des vins, on le sent dans la presse, les journalistes parlent de plus en plus de nous, et en mieux, et c'est tant mieux. Donc c'est sûr que c'est au travers des jeunes, mais je pense aussi que quand on est très jeune, on a une certaine ambition pour notre propre domaine, ou pour notre carrière, ou pour notre vignoble, qui fait qu'on n'a pas trop le temps. Pas trop le temps, et est-ce qu'ils se sentent légitimes
d'être au sein d'un collectif. Alors, cette légitimité, alors voilà, tout à l'heure on parlait de doute et de doute de réussite au travers de la réussite. Je pense que la légitimité, on a tous à un moment donné, on s'est tous posé la question, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que, voilà. Donc effectivement, on a besoin des jeunes, mais je comprends, enfin à 30 ans, je voulais pas m'engager dans quoi que ce soit parce que j'avais tellement de travail, enfin il y avait tellement de choses à faire, tellement de choses à donner sur le vignoble. Voilà, après quand les choses commencent à se mettre en place, on a aussi envie d'aller vers les autres et de rendre un peu pour notre appellation ou pour d'autres associations, quoi. D'accord. Le leadership. Alors aujourd'hui, Fanny, à ton niveau et au sein du château, de collectif, etc., on l'a vu, quand même, tu es leader. Pour nos chers auditeurs et auditrices, quels conseils, toi, tu donnerais ou des astuces pour certains jeunes qui ont envie de se lancer ou autres, qui sont à la recherche du leadership? Qu'est-ce que c'est d'abord le leadership pour toi? Alors c'est marrant parce que je vois très bien ce que c'est de l'extérieur pour d'autres métiers ou dans mon métier, mais je le ressens pas moi en tant qu'être humain. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression d'être un leader ou d'être un meneur ou d'être. C'est plutôt dans tes fonctions. Voilà, exactement. Donc là, moi, je le vois au travers de mon éducation et je reviens souvent à ça parce que c'est ma construction. Mais le leadership, c'est savoir travailler en équipe, c'est amener les équipes, alors aussi bien de notre entreprise qu'au travers d'associations, c'est amener les équipes vers un même objectif, c'est que chacun trouve sa place, c'est laisser s'exprimer les ambitions de chacun, ou les envies de chacun, ou les caractères de chacun. Donc voilà, c'est une part de liberté et en même temps aller un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire toutes ces petites libertés, les amener vers le même objectif, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est au sein du Château Beaubois, au niveau du management. Oui. Hein, c'est de l'implication de la part de tes équipes, de l'implication, c'est de l'autonomie, c'est tout en suivant la culture d'entreprise. Oui. Il travaille au Château Beaubois. Alors, il travaille pour nous, il travaille au Château Beaubois, nos salariés, nos employés, notre équipe, mais il travaille aussi pour eux. Enfin, je crois en l'accomplissement personnel, quoi, finalement. Personnel dans son travail. On a des employés qui sont là depuis très longtemps. Le dernier qui nous a quittés, qui est parti à la retraite, ça faisait 3 générations qu'il travaillait sur le domaine. Il a connu mes grands-parents, mes parents, et il a fini sa carrière avec mon frère et moi. Voilà, je conçois pas qu'on finisse sa vie à Beaubois, mais je crois en cet accomplissement personnel pour voilà, se lever le matin en se disant voilà, je sais pourquoi je me lève et j'ai envie de me lever pour ça, quoi. Bonne question, je retourne. Quel est ton pourquoi le matin? Je crois que je me pose pas la question, je me lève vite. Le réveil sonne et je suis vite debout. Ok. Alors, est-ce que ça vient de mon énergie? Est-ce que ça vient de cette appétence au travail? Est-ce que ça vient de la passion que me donne ce travail ou qui est retransmis? Je ne saurais te dire. Donc ton pourquoi, c'est Château Beaubois. C'est un peu ça? Ouais, peut-être, ouais. Finalement. On va passer à un autre sujet. Est-ce que tu as un plafond de verre à briser, Fanny? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on va dire que ce qui m'embête le plus, alors ce plafond de verre, on en parle souvent au féminin. Le plafond de verre, ce qui m'embête dans ce métier, c'est de voir peu de femmes dans les hautes instances. Voilà, ça m'embête. Par exemple, quand je siège au conseil d'administration des Costières de Nîmes, je suis la seule femme. Okay. On est 30, je suis la seule femme. Ok.
À contrario, tu as vu, le CEVL était présidé pardon, par Mireille Delorgeril, donc une femme. J'ai trouvé ça super. C'était super. Il y a quand même, au sein des syndicats, il y a beaucoup de femmes quand même. Oui, mais je trouve pas assez. Pas assez, d'accord, ok. Par manque de temps, bon, souvent les réunions, c'est le soir, hein. Donc 19h30, 20h, on est encore en réunion. Les soirs où j'ai réunion, les mardis soirs, mes enfants me voient pas trop, quoi. Alors j'ai la chance, ils sont un peu grands, ils savent un peu cuisiner parce que je leur ai aussi transmis ça. Mais c'est pas facile. Voilà, la femme à la maison pour s'occuper des enfants quand même. Donc du coup, oui, les horaires mal définis peut-être. Ouais, les réunions le mercredi, même si mes mercredis, je les passe pas avec mes enfants, j'ai toujours entre deux dossiers, j'amène Victor au rugby, Margot quelque part, enfin, etc. Bon, c'est aussi le côté agréable de notre métier, c'est que on peut lâcher 5 minutes et revenir, voilà. Mais ouais, ce qui me dérange dans le plafond de verre des femmes dans le vin, c'est voilà, ce manque de présence, de représentativité, en fait. Voilà, c'est tout. Après, l'aspect plafond de verre financier, on n'est pas salarié, hein. Souvent on a des rémunérations d'associés, souvent en viticulture, enfin. Donc on s'octroie le salaire qu'on veut bien s'octroyer finalement. Et là, pour le coup, mon frère et moi, même si étant dans la même structure, on fait quand même 2 métiers différents. Et c'est pas parce que je vends plus de bouteilles et qu'il va faire moins de raisins qu'on va pas gagner la même chose, quoi. On est dans le même bateau, voilà. Donc tout c'est l'équité. C'est 50-50 et ça tourne comme ça parce que sinon ça n'a pas de sens, quoi. Très bien. La place de la femme au pouvoir, qu'est-ce que cela évoque pour toi? On vient d'en parler un petit peu, parce que le conseil d'administration, c'est une part de pouvoir, mais qu'est-ce que ça évoque, la femme au pouvoir? La femme au pouvoir, pas grand-chose de plus que l'homme au pouvoir. Si ce n'est que dans tout ce que j'ai vu autour de moi, la femme au pouvoir est moins dans bon, je vais pas écraser l'autre pour exister. Ça, c'est quand même assez prégnant. Donc voilà, je me dis que voilà, je suis pas sûre qu'il y ait autant de guerres s'il y avait autant de femmes au pouvoir. Je me dis qu'il y a plein de pays, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a les pays de l'Europe du Nord, enfin, qui ont élu des femmes à la gouvernance. Ouais. Et c'est des pays qui sont peu en conflit avec les autres, peut-être par tradition aussi, mais voilà, je me dis que ça a un rapport. Alors voilà, le pouvoir des femmes, le pouvoir des hommes, voilà, je me pose des questions. Est-ce que si les femmes avaient plus de pouvoir, là aussi dans les hautes instances, est-ce que voilà, est-ce que le monde irait un peu plus doux? Peut-être. C'est intéressant. Est-ce que tu as une femme ou des femmes qui comptent pour toi, des femmes aspirantes ou justement des femmes puissantes? Alors, j'ai quelques amies très proches femmes, mais j'ai finalement plus d'amis hommes. Bon, ça tient sûrement de mon caractère aussi. Après, des femmes inspirantes, il y en a plein. D'abord, au travers des Vinifilles, voilà, il y a Françoise Antèche qui est un rouleau compresseur. Voilà, ça c'est pour moi, ça reste une énigme. Valérie, qui est la présidente, Valérie Taverliès, qui est la présidente des Vinifilles et qui a un caractère voilà, qui en impose. Physiquement, au niveau du caractère, enfin, de tout. Une femme magnifique, splendide, enfin. Et très accueillante, très chaleureuse, avec un sourire bienveillant. Ouais. Tout à fait. A contrario, il y a une Anaïs Ricom que je connais beaucoup moins, mais pour laquelle j'ai beaucoup de... Voilà, c'est un peu... Anaïs, c'est un coup de foudre d'amitié, enfin, professionnelle. C'est une femme qui a une pudeur, qui a
On sent on sent qu'elle en veut, mais au bon sens du terme. On sent qu'elle va au bout des choses, mais sans vague. Voilà. Elle avance petit à petit. Discrètement? Oui. Donc en fait, c'est à travers le réseau des vinifilles. Beaucoup. Je me suis je me suis construite par mon éducation, par mon métier, etc. Mais cette association m'a apporté tellement de joie, tellement de fierté, tellement de force aussi. Par la multitude des caractères et des situations de chacune, des filles qui font tout toutes seules. Le tracteur, les vinifs, les valises, les salons, enfin bon bref. Et puis d'autres qui sont hyper spécialisées, hyper techniques sur certains points. Voilà, je trouve que c'est en même temps tout le panel de la société réuni en une association et beaucoup axé sur le féminin sans être féministe pour autant, avec cet esprit de partage qui est essentiel à notre association. Avec beaucoup de bienveillance. Oui. C'est chouette. Donc on a parlé des femmes au pouvoir, on a parlé du réseau, justement, qui est très important pour pouvoir exprimer les doutes, les réussites, et puis aller chercher quelques informations par-ci, par-là. Alors, se réinventer, changer de paradigme, par ton engagement, on sait que tu apportes toujours quelque chose. On se souvient, il y a eu un podcast fait sur le premier webinaire organisé dans l'association, le syndicat de l'appellation côtière de Nîmes. Au sein du Château Beaubois, se réinventer, c'est quoi? C'est tous les jours? C'est par la biodynamie? C'est au niveau marketing? Tu y passes beaucoup de temps? C'est quelque chose qui arrive comme ça, par une petite idée ou... Ouais, en fait, je crois qu'il faut pas trop s'écouter dans la vie, mais il faut écouter sa petite voix. Pas trop s'écouter, c'est-à-dire que bon, voilà, ce matin j'ai mal à la tête, je reste au lit, non, voilà, c'est pas ça. Écouter sa petite voix, c'est un jour une idée qui germe et ne pas l'oublier et à tout moment pouvoir la faire ressortir, quel que soit le contexte et même si ça n'a rien à voir. Alors je sais pas si je suis très claire, mais voilà, un jour on a une idée qui nous trotte en tête et on rencontre une personne et on se dit tiens voilà, avec elle, est-ce que je pourrais, cette petite idée qui me trottait, est-ce que je pourrais la mettre en pratique avec elle? Donc voilà, je pense qu'il faut avoir un certain sens de comment faire évoluer les choses, comment faire évoluer les idées qu'on a eues à un moment donné. Ça peut être des idées d'il y a 20 ans, comment on les retransmet maintenant au jour d'aujourd'hui avec l'état des choses actuelles. Ça peut être une idée loufoque qu'on a eue lors d'un voyage, ça peut être une idée... qui reste là et tu as envie à un moment donné de la sortir. Ouais. Donc la petite voix. Ouais, la petite voix avec un peu d'audace et puis la synchronicité, des fois, les bonnes rencontres au bon moment. Ouais. Alors la synchronicité, j'y crois, mais dur quoi me faire. Et plus je vieillis et plus j'avance dans la vie, plus j'y crois. Au travers des personnes, au travers des actes, enfin au travers etc. Voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu là-dessus, c'est un sujet que j'adore aussi, la part de l'intuition féminine. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, ton intuition, c'est la petite voix aussi quelque part, mais cette intuition, elle fait partie de Fanny et tu l'as Oui. Et alors je l'ai eu très tôt. Je crois que presque adolescente, j'avais déjà de l'intuition sur des sujets ou des personnes. Et je l'ai jamais perdu, et plus ça va, plus ça se développe. Après, je me plante comme tout le monde, enfin, etc. Voilà, j'ai pas une boule de cristal, etc. Mais cette intuition, je la laisse s'exprimer. Donc cette petite voix, je la laisse s'exprimer et je mets pas le couvercle sur la cocotte, quoi. Au contraire. Au contraire.
Alors sur ces paroles, on va terminer par des notes légères. Oui. J'aime bien. Alors, est-ce que tu as un morceau de musique à nous partager, un petit morceau de musique vraiment genre vitaminé, Never Give Up, ce que tu veux? Vitaminé? Bon, je crois que ce que j'écoute le plus quand je vais courir ou quand je pars faire du sport, Don't Stop Me Now de Queen. Bon, il y a tellement de gens aussi qui la... Mais voilà, ça donne la patate et puis c'est un peu significatif aussi. Un morceau de musique, plaisir coupable. Plaisir coupable, un truc un peu honteux, quoi. Qu'est-ce que j'ai... Tiens, j'hésite entre deux. Je donne les deux ou... Alors, Camaro, Femme Like You. C'est un peu coupable et quoi? Et Jaloux de Dadju. Jaloux de Dadju, pas mal. Ouais, bon choix, j'aime bien. Bon, on va revenir vers le vin parce que ça y est, on laisse les notes légères comme ça. Quelque chose, un souvenir, le souvenir d'un vin, un vin mémorable, mais là, à l'instant T. Qui vient de chez toi ou pas, hein? Ouais. Allez, une fois en Afrique du Sud. Donc j'étais partie 4 mois là-bas pour bosser donc, dans un autre vignoble avec d'autres personnes, une autre langue, quasiment une autre planète. Et l'œnologue qui m'avait embauchée pour me remercier m'avait invité au resto, un truc sublime. Et il m'a fait goûter un vin à l'aveugle et c'était un Yquem de mon année. Sympa. Quelle année? Voilà. Et comme ça, enfin, on va découvrir si Fanny est toute jeune. 74. Super. Donc, alors ça m'a marqué. Pourquoi je te parle de ça, tiens? Vin mémorable. C'est vrai que goûter un Yquem en Afrique du Sud, c'est super intéressant. Voilà, il y avait ce côté, t'es à l'autre bout du monde, tu goûtes quand même un truc que peu de personnes sur Terre ont goûté. Donc, il y a ce côté un peu exceptionnel, enfin, très exceptionnel. Et il y a ce côté, t'es à l'autre bout du monde, mais tu goûtes quand même un vin français qui fait partie de la référence, d'une des références françaises, comme la joaillerie, comme la parfumerie, comme voilà. Et tu le partages avec quelqu'un qui veut t'offrir quelque chose. Enfin, tu vois, c'est ce cadeau, ce présent. C'est pas un truc emballé, c'est pas un truc, tu vois. C'est un moment partagé, un moment de ma vie partagé avec cette personne-là que j'oublierai jamais. Alors, ce moment aurait pu se faire sans ce vin-là, mais c'est quand même une grosse cerise sur le cake, quoi. Un vin que tu recommanderais et pourquoi? Un vin que je recommanderais, mais il y en a plein. Il y en a plein. Un coup de cœur, là, paf. En ce moment, je bois beaucoup. On sort de l'été, j'ai bu tout l'été Zai Zai de chez Anaïs Ricom, parce que alors ça se boit trop facile. Je suis très axée Bourgogne en ce moment. Ça fait 2 ans que j'achète beaucoup de Bourgogne. Parce que c'est pas ma culture. Mes parents en achetaient peu. Et que plus ça va, plus j'aime les vins frais. Et plus ça va, plus j'aime la précision. Je parle des vins. Donc voilà, en ce moment, beaucoup de Bourgogne. Okay. Mais je pense que c'est une période, enfin je pense que le vin, c'est des périodes dans la vie. C'est des périodes, oui, tout à fait. C'est pour ça que je précise bien, recommander à l'instant T. Ouais. Donc, vin de Bourgogne, tu as une appellation en particulier ou c'est vin de Bourgogne? J'aime beaucoup Pommard. Pommard, ouais. Très bien. Tu cuisines, Fanny? Ouais. Est-ce que tu as une recette à nous partager? Une recette? J'en ai plein. J'adore cuisiner. Pour les amis, la famille, le temps manque souvent, mais c'est un moment aussi où on se vide la tête. Alors tu vois, j'ai le bureau qui est la porte à côté là, de la maison, et c'est le sas de décompression. Il y en a qui mettent la radio dans la voiture, moi c'est voilà, c'est des casseroles sur le feu.
T'as envie de quoi? Une gibelotte d'agneau. T'as envie de ça? Allez, vas-y pour l'agneau. La gibelotte d'agneau, c'est assez simple finalement, hein. C'est un peu comme une blanquette. Tu remplaces par de l'agneau. Champignons que tu fais revenir dans du beurre. Hein, et dans la sauce, dans la blanquette, j'aime bien mettre du citron. Ça réveille un peu, ça donne un peu de peps, d'acidité sur le gras de l'agneau, voilà, ça en a un peu besoin. Et ça révèle le côté de l'agneau moins fort, finalement, hein, cette béchamel, on va dire, améliorée. Voilà, ça adoucit l'agneau. Et ça se mélange un peu champignon automnal, l'agneau qui est quand même une viande qui a du caractère, le côté soyeux ou enveloppant de la crème. Voilà, et le peps du citron, là, c'est très bien. D'accord. Et quel vin du Château Beaubois qui accompagne ce... Quel vin? Écoute, qu'est-ce qu'on va prendre? Une Confidence rouge. Quelle année? Quelle année? Tiens, ce week-end, on a ouvert un Magnum de 96 et c'était pas mal. Très bien, intéressant. Alors, peux-tu nous parler de cette cuvée? Confidence? Confidence, c'est une base de Grenache. C'est une cuvée qui est née il y a une quinzaine d'années, à l'époque où les grandes cuvées de Costières de Nîmes étaient avec 90-100% Syrah. Et j'étais un peu aigrie, et pas le terme, mais un peu lassée de tout ça. Et donc j'avais envie, j'adorais le Grenache, et voilà, Châteauneuf, ça fait quand même partie des bouteilles qu'on ouvre souvent ici. Et voilà, j'avais envie de remettre le Grenache un peu au goût du jour, donc on a créé cette cuvée avec François, d'abord en rouge et puis on l'a créé ensuite en blanc. Et c'est un autre aspect de notre appellation et de notre vignoble aussi, avec des grenaches aussi concentrés qu'on peut les avoir sur la partie que je viens de citer, rhodanienne, mais avec une fraîcheur inattendue finalement pour notre appellation. Donc c'est ce mélange des deux de puissance et de fraîcheur. D'accord. Et Confidence, pourquoi ce joli nom? Déjà, à la base, il n'y en avait pas beaucoup. Confidence, parce que la première année, c'était un 100% Grenache et on n'a pas le droit de faire des 100% dans notre appellation. Donc, on avait un peu pris la liberté de le faire. Et comme j'ai toujours cru à cette tradition française de l'assemblage, au bout de 2-3 millésimes, on a très vite assemblé avec un peu de Syrah, qui a mené un éclat aromatique supplémentaire, un peu plus de couleur et de fraîcheur aussi. Donc voilà, Confidence, parce que il fallait que ça reste un peu secret sur ce 100%, et puis parce qu'il y avait peu de flacons. Donc aujourd'hui, c'est une cuvée qui est assez importante dans la panoplie des vins qu'on retrouve au Château Beaubois? Oui, c'est une cuvée chez nous qu'on vend entre le cœur de gamme et le haut de gamme, qui est vendu aux alentours de 15 € en prix public. Il y a les deux couleurs, blanc et rouge. Et ouais, c'est une cuvée que j'ouvre souvent pour moi. Enfin pour moi, chez moi, pour mes amis. Et c'est une cuvée, voilà, on a deux cuvées phares. Quand quelqu'un vient chez nous en nous disant « faites-moi goûter un seul vin », pour caractériser l'appellation, j'ouvre ou Élégance ou Confidence, qui sont vraiment ce qu'on peut définir comme un Costières de Nîmes. D'accord. Voilà. L'identité du Château Beaubois. Aussi. Sur ces belles paroles, je te remercie, Fanny. Merci pour cet entretien, cette belle conversation. Merci beaucoup, Aurélie. À bientôt. Voilà, c'est la fin. Toute ma gratitude à mon invité et à vous, chère communauté. Pour faire vivre ce podcast, pensez à partager, liker, commenter. Ce podcast est natif, indépendant et libre, alors faites-le connaître. Mettez des petites étoiles sur votre plateforme préférée. À très vite pour de nouvelles écoutes.